chemin des Dames est situé entre Soissons, une ville de l'Aisne, et Reims, une ville de la Marne. Le chemin des Dames était un point stratégique grâce au plateau de Californie par sa géographie surplombant la vallée de l'Aisne. L'origine du nom chemin des Dames remontait à la veille de la Révolution de 1789, à une époque où on appelait mesdames les filles du roi Louis XV. Ils souhaitaient alors rendre carrossable un chemin qui les menait au château de leur dame d'honneur. Le chemin des Dames est un lieu chargé d'histoire. En 1814, Napoléon Ier, à la bataille de Craonne, y battit les Prussiens et les Russes. En 1917, 3 ans après le début de la Première Guerre mondiale, éclate la bataille du chemin des Dames. C'est la seconde bataille de l'Aisne pendant ce conflit. Celle-ci débute le 16 avril 1917 à 6 h du matin par les tentatives françaises de rupture du front allemand entre Soissons et Reims vers Laon, sous les ordres du général Nivelle. L'objectif est de percer le front occidental qui n'a pas évolué depuis la fin de l'année 1914 malgré plusieurs offensives des deux camps impliqués dans le conflit. L'année précédant la bataille du chemin des Dames, en 1916, les belligérants tentent de percer le front à plusieurs reprises lors de batailles restées célèbres. La bataille de la Somme est ordonnée par les Britanniques et les Français, qui veulent faire une percée décisive à travers les lignes allemandes fortifiées, en portant leurs efforts de leurs offensives sur la ligne nord-sud à 45 km près de la rivière de la Somme, dans le nord de la France. La bataille se déroule dans un triangle entre les villes d'Albert, de Péronne et de Bapaume. 3 millions d'hommes se sont affrontés entre juillet et novembre 1916 dans la bataille de la Somme. C'est la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Près de 1,2 million de soldats ont été tués, portés disparus ou blessés, tant les gains sont minimes. L'armée s'affronte également lors de la bataille de Verdun. Cet enfer dure 10 mois, de février à décembre 1916, pendant lesquels l'horreur de la guerre des tranchées atteint un paroxysme jamais égalé. Cette offensive, voulue par les Allemands, se transforme en une bataille durant 300 jours et nuits, provoquant la mort et la disparition de 300 000 soldats, sur 2 millions de combattants, à cause des 50 millions de buts tirés par les deux camps. Cependant, l'offensive est un échec. Le front n'est toujours pas percé. Au début de l'année 1917, les Français préparent une nouvelle offensive dans l'Aisne où s'étend le front. Nous pouvons voir sur cette carte l'emplacement des différentes armées ennemies autour de la ville de Soissons. Au début de l'année 1917, les Anglais organisent une diversion à Arras afin de permettre la mise en œuvre du plan Nivelle. Nivelle, remplaçant Joffre à la tête des armées françaises, reprend son projet de nouvelle offensive qui est d'opérer une percée décisive sur le chemin des Dames en 24 ou 48 heures. Placée en réserve, la 10e armée est chargée d'exploiter les succès de la 4e et 5e armée qui doivent rompre le front. Pour la première fois du côté français, des chars d'assaut doivent être engagés. Une longue et intense préparation d'artillerie commence le 2 avril, mais compromet tout effet de surprise et surtout ne détruit que très partiellement les défenses allemandes. La bataille du chemin des Dames débute le 16 avril 1917 à 6 h du matin. Les soldats français rencontrent la deuxième ligne de défense ennemie et n'arrivent pas à l'enfoncer. Ils doivent monter une pente raide, instable et sont ralentis par la boue et les conditions météorologiques défavorables comme le froid et même la neige. De leur côté, les Allemands les surplombent et peuvent aisément utiliser des mitrailleuses. Ils sont protégés par des blocos et des réseaux souterrains. Ceux-ci leur permettent notamment de prendre à revers les Français. À 9 h, les chars français entrent dans la bataille, mais cela n'a pas l'effet escompté. Ils sont lents et restent souvent coincés par le sol marécageux. Ainsi, ils constituent des cibles faciles pour l'artillerie. 1 million d'hommes sont mobilisés sur le chemin des Dames, côté français, dont 10 000 tirailleurs sénégalais et 20 000 Russes contre 18 divisions allemandes. 533 obus par minute sont tirés entre le 12 et le 15 avril. Au total, les positions allemandes sont bombardées par 6,5 milliards d'obus pendant les 10 jours précédant l'assaut du 16 avril. Les avions de chasse et les canons sont utilisés par les deux camps, respectivement au nombre de 500 et de 5350 pour les troupes françaises et 530 et 2000 du côté allemand. Les Français possèdent 128 chars, mais 81 sont déjà hors service le 16 au soir. Pour leur défense, les Allemands ont placé des centaines de kilomètres de barbelés et construit des blocos. Ils ont également à disposition des mitrailleuses, arme qui fera le plus de victimes dans les rangs français. À l'issue de la bataille, le bilan est dramatique pour les Français. Ils n'ont que très peu progressé. La bataille du chemin des Dames fut un des échecs les plus effroyables pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Il est toutefois très difficile d'estimer le bilan précis des pertes lors des combats de cette offensive. En effet, aucun état des décès et blessures officiels ne prend en compte toute la durée de l'offensive, mais plusieurs donnent des chiffres partiels. Il semble toutefois certain que le bilan du côté allié est plus élevé d'environ 15% par rapport au côté allemand.
Selon des estimations, on compte environ 232 000 morts du côté français, environ 2600 hommes du côté des Britanniques, ainsi que des pertes non négligeables parmi les colonies ayant rejoint la bataille du côté des deux puissances coloniales. Les tirailleurs sénégalais auraient perdu la moitié de leurs hommes dans les premiers jours de la bataille. On a également de 30 000 à 40 000 victimes allemandes, qu'elles soient tuées, blessées ou disparues. Après la catastrophe de cette bataille, Paul Painlevé, ministre de la Guerre, ouvre une commission d'enquête le 14 juillet 1917 afin de déterminer le rôle des généraux dans ce grand échec, c'est-à-dire Nivelle, Mangin et Mazel. Cette commission est dirigée par Henri Brugère. Nivelle n'est pas véritablement sanctionné et muté à Alger. Le 15 mai 1917, Pétain remplace Nivelle à la tête du grand quartier général français. Le 20 mai, des mutineries éclatent. Les soldats ne veulent plus se battre. Environ 150 unités sont concernées. Ces mutineries sont provoquées par la déception due aux échecs répétés de l'offensive et aux pertes subies. Cela a donc provoqué des refus pour aller au front. Mais les mutins veulent toujours défendre les tranchées pour empêcher les Allemands de passer. Ces mutineries ou ces explosions de colère surviennent également à l'arrière dans les troupes au repos qui apprennent qu'ils doivent retourner au front après s'être battus courageusement. Ces soldats, après avoir fait beaucoup de sacrifices en tuant et en se faisant tuer, sont à bout. Ils ne veulent plus retourner au front. Certains soldats, pour éviter de partir au front, s'infligeaient des mutilations volontaires. Mais les médecins de guerre arrivaient parfois à repérer si le soldat s'était mutilé lui-même. Les manifestations de mutinerie étaient principalement dues par le refus des soldats de monter à la ligne de front. Ces refus furent accompagnés de manifestations bruyantes. Au total, il y a eu 250 mutineries sur le front français lors du printemps 1917. Plusieurs milliers de soldats sont impliqués lors de ces derniers. Et environ 60 à 70 furent exécutés, dont 27 pour des faits d'indiscipline collective. Certains soldats furent aussi tués pour l'exemple, pour éviter plus de mutineries. Les mutineries furent stoppées grâce à l'intervention du général Pétain, qui limite la répression, il améliore la condition de vie des soldats et augmente le nombre de permissions accordées aux soldats. La chanson de Craonne est une chanson de contestation chantée par les soldats français pendant la Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917. Elle est interdite par le commandement militaire français car elle est considérée comme antimilitariste et défaitiste. Cette chanson, que chantent certains mutins, critique les offensives inutiles et meurtrières. Elle est également engagée contre les industriels et les individus considérés comme planqués et restés à l'arrière. Une des versions de cette chanson censurée est publiée après la guerre, en 1919, par l'écrivain Raymond Lefebvre, sous le titre de Chanson de Lorette. Sur le chemin des Dames se trouve un site stratégique convoité par les différents belligérants. Au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands prennent cette position dès les premiers mois de 1915. Il s'agit d'une carrière de pierre souterraine située à proximité de l'isthme de l'Urtebise, c'est-à-dire là où le plateau est le plus étroit. A l'origine, celle-ci fut creusée au Moyen-Âge dans le calcaire du plateau du chemin des Dames. Il s'agit d'une véritable grotte qui se transforme vite en un ange militaire stratégique. Le nom que les Allemands lui ont donné, Caverne du Dragon, est dû à la présence d'armes sur les 7 entrées qui sont prêtes à anéantir l'ennemi français. On parle donc d'une guerre à 15 mètres sous terre. Lorsque les soldats allemands enlèvent la Caverne du Dragon aux Français, ils prennent également l'avantage car elle offre un large panorama sur la vallée de l'Aisne. Elle va également leur permettre les attaques par surprise ainsi que des replis sur le chemin des Dames. La caverne devient donc un lieu stratégique. Les soldats utilisaient la caverne pour à la fois s'abriter de l'ennemi, stocker des armes et des munitions, mais aussi pour être à l'abri des bombardements. Les Allemands transforment la caverne en caserne avec des postes de tir et un réseau d'électricité. Ils buvaient de l'eau, mais également du vin, car cette boisson les réchauffait. Pour s'occuper, ils sculptent des objets en utilisant des balles et des douilles usagées. C'est ce que l'on appelle l'artisanat de tranchée. Ils s'occupaient aussi en écrivant dans leur carnet. L'aménagement allemand dans les armées souterraines se met en place. Des dortoirs, une chapelle, un puits, un poste de secours, une pharmacie et même un cimetière sont construits. Quand ils ne servent pas à protéger des tirs ou d'attaques au gaz, les murs de pierre se parent de souvenirs de soldats au repos. Ils dessinent, écrivent des messages à la fumée de bougies ou réalisent des gravures. Pour conforter leur position sur le plateau du chemin des Dames,
les Allemands lancent le 25 janvier 1915 une attaque victorieuse sur la caverne. Celle-ci est ensuite occupée simultanément pendant quelques semaines par les Français et les Allemands, séparés par des murs. Les Allemands, mieux équipés, prennent rapidement les positions hautes et conservent l'avantage dans les batailles. Les Français, après plusieurs attaques en avril et mai 1917, tiennent quelques tranchées au niveau de l'isthme de Lurtemis. Le 25 juin 1917, la 164e division d'infanterie est chargée de mener une nouvelle attaque pour contrôler l'ensemble de l'isthme et, si les circonstances le permettent, d'occuper la sortie nord de la caverne du Dragon. Pour préparer cette attaque, les Français envoient des gaz asphyxiants dans les entrées sud de la grotte. Les Allemands sont pris au piège. L'assaut est mené à 18h par le bataillon Lacroix du 152e régiment d'infanterie. L'exploration des couloirs révèle la présence de troupes allemandes qui, après négociation, acceptent de se rendre. Le chiffre des prisonniers dénombrés atteint 340, dont 10 officiers. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de bâtiments et de terrains ont été ravagés par la puissance d'artillerie des différents fronts, ne laissant alors qu'aujourd'hui que quelques vestiges. C'est le cas du fort de la Malmaison, construit entre 1878 et 1882 dans la commune de Chavignon, dans l'Aisne. Il était l'un des maillons de la ceinture fortifiée autour de la place de Laon. Le fort est occupé par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et repris par l'armée française en octobre 1917, avant d'être reconquis par les Allemands en mai 1918. Celui-ci est définitivement libéré par le 28e bataillon de chasseurs alpins le 28 septembre 1918, fort qui a été bombardé à plusieurs reprises durant la Première Guerre mondiale. La végétation a depuis repris ses droits. Il ne reste plus que des ruines de cet ancien fort. B. Les sculptures. Beaucoup de monuments ont été érigés à la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale tombés au combat. Ces sculptures commémoratives rendent hommage à différents régiments déployés pendant la bataille du Chemin des Dames, mais aussi des sculptures pour montrer l'horreur de la guerre. On retrouve plusieurs mémoriaux au Chemin des Dames qui honorent plusieurs unités de combat venues au front à différents moments de la bataille. Par exemple, le monument des Grapouillots a été érigé à la mémoire des 12 000 artilleurs français tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale au Chemin des Dames. Ce monument représente une torpille en hommage à leur affectation militaire. On trouve aussi des plaques commémoratives en hommage aux combattants qui se sont battus à un endroit, comme celui de Soupir, qui honore la mémoire de la 127e division, du 27e bataillon de tireurs sénégalais et du 237e régiment d'artillerie de campagne. Ils n'ont pas choisi leur sépulture. Œuvre de 4 mètres de haut de Heimkern fut érigée sur le plateau de Californie à Craon en 1998. Ce monument célèbre le 80e anniversaire de l'armistice de 1918. La sculpture rend hommage à tous les soldats anonymes de la guerre pris dans les mailles de l'histoire. C'est Lionel Jospin, le premier ministre de l'époque, qui inaugura le monument le 5 novembre 1998. En 2014, cette œuvre fut dérobée durant le mois d'août sur le plateau de Californie et n'a été retrouvée que récemment, réintroduite désormais devant l'entrée du musée de la Caverne du Dragon. C. Le musée du Chemin des Dames. À l'origine, la Caverne du Dragon était une carrière de pierre creusée dans le calcaire sur le Chemin des Dames. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, les soldats allemands investissent le lieu et en font un endroit stratégique. Après la guerre, la Caverne du Dragon devient un musée qui retrace l'histoire de la bataille du Chemin des Dames dès les années 1920. Elle devient alors un site touristique et mémorial. À partir de 1969, sous l'impulsion des représentants de l'An qui s'associent avec le Souvenir français et le directeur du comité de tourisme de l'Aisne, un nouveau musée est installé et inauguré le 4 mai en présence du ministre de la Recherche scientifique de l'époque, Robert Gallet. En 1995, le Souvenir français confie la caverne au Conseil général de l'Aisne pour une durée de 30 ans. En juillet 1999, la Caverne du Dragon est réouverte au public et, de par sa renommée, devient rapidement le premier musée visité du département de l'Aisne. Des galeries souterraines et une scénographie contemporaine emmènent les visiteurs dans la vie quotidienne du soldat du front.
Des galeries, situées sous le chemin des Dames, occupées par les Français mais aussi par les Allemands, baptisées par ces derniers Drachenhöhle, replongent les visiteurs dans l'enfer des poilus au travers d'objets, fonds sonores, de vidéos et de photos.